Hollywood n'a pas de miracle pour les personnes âgées. Et Gene Hackman, l'icône légendaire qui a jadis régné sur toute une époque, repose désormais froid et sans vie dans une maison silencieuse. Pas de fanfare, pas de projecteur, pas d'ovation finale. Seule l'odeur de la décadence se mêle aux échos d'une mort enveloppée de questions sans réponse. 9 jours d'absence, des médicaments sur ordonnance éparpillés sur la table, un chien fidèle réduit à enregistrer froidement les derniers battements hésitants d'un cœur épuisé. Personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé derrière ces portes verrouillées. Mais une vérité indéniable demeure. Gene Hackman et sa femme ont quitté ce monde dans une scène bien plus sombre que n'importe quel scénario que Hollywood ait jamais osé écrire. Un accident? Un acte criminel? Ou bien avaient-ils écrit en silence leur dernier acte? 5 Theory. 5 portes menant à un enfer personnel. Chaque porte puait la mort et les ombres de mensonges indicibles. La maison était étrangement silencieuse. Pas un seul bruit, pas un seul signe de vie. Des rideaux décolorés pendaient mollement, occultant la pâle lumière d'un après-midi sombre. Le parquet usé du vestiaire. Cette petite entrée où l'on laissait habituellement les chaussures, les manteaux et les objets du quotidien. Portait l'empreinte du temps, marquée et patinée comme les souvenirs chargés de poussière des vieux occupants de la maison. Pourtant, au milieu de ce calme apparent, une présence plus froide que n'importe quel courant d'air s'infiltrait entre les fissures. Gene Hackman était étendu là, non pas dans son lit, ni dans le salon où il s'asseyait autrefois tranquillement chaque soir, mais étendu sur le sol du vestiaire. Sa posture était loin d'être naturelle, sa grande silhouette légèrement recroquevillée, un bras tendu vers la porte, les doigts à moitié serrés comme s'il essayait de saisir quelque chose d'invisible. Son visage était calme, mais pas avec la sérénité du sommeil ou la paix de quelqu'un à la fin de sa vie. C'était le silence de quelque chose qui venait d'être brutalement coupé, pas douloureux, mais dérangeant et contre nature. Il n'y avait aucun signe visible de traumatisme sur son corps. Pas d'ecchymose, pas de coupure, pas de traces de lutte ou de violence. La police a écarté à première vue tout soupçon d'effraction ou d'agression extérieure. Mais cette absence même, cette propreté troublante, devenait le détail le plus suspect de tous. Gene Hackman s'était effondré comme si quelqu'un avait appuyé sur son interrupteur sans prévenir, sans lutter. Dans l'obscurité des questions sans réponse, il y avait un témoin silencieux, quelque chose capable de documenter son dernier voyage sans un seul mot. Au plus profond de sa poitrine reposait son stimulateur cardiaque, une minuscule machine qui avait fidèlement fait battre son cœur pendant d'innombrables années. Et c'est cet appareil silencieux qui a laissé derrière lui l'indice le plus troublant. Selon le rapport du médecin légiste, le stimulateur cardiaque de Gene Hackman a enregistré sa dernière activité le 17 février, et non le 26 février, le jour où son corps et celui de sa femme ont été découverts dans cette maison glacée. Cela signifiait que Gene Hackman était tombé presque 9 jours avant sa femme. Pendant 9 longs jours, son corps resta immobile sur le sol du vestiaire. Invisible, inconnu. La star qui avait autrefois suscité la vénération d'Hollywood n'était plus qu'une silhouette oubliée dans une maison silencieuse, où le seul son qui subsistait était le faible tic-tac du temps qui effaçait tout lentement. Ce qui rendait la situation encore plus effrayante. C'était l'absence de signes avant-coureurs clairs avant son effondrement. Malgré ses 95 ans, Gene Hackman continuait à mener sa modeste routine quotidienne. Se promener dans le quartier, discuter avec sa femme de longue date, noter de temps en temps des réflexions silencieuses dans un carnet usé par les intempéries. Personne n'aurait imaginé qu'il s'effondrerait si soudainement. Cet événement aurait été un arrêt cardiaque causé par un rythme cardiaque anormal. Le Dr. Michael Baden, médecin légiste réputé, a déclaré sur Fox Report: le stimulateur cardiaque servait de boîte noire miniature, enregistrant chaque battement, chaque rythme sauté. Mais pourquoi, le 17 février, ce rythme s'est-il désynchronisé de manière aussi drastique, entraînant le corps de Gene Hackman dans un état d'immobilité irréversible? S'agissait-il d'une simple arythmie, du genre trop fréquent chez les personnes âgées, en particulier celles qui vivaient avec un stimulateur cardiaque depuis des années? Ou y avait-il un déclencheur externe, un catalyseur invisible, qui a déclenché une réaction en chaîne fatale dans son corps vieillissant? Ses pilules éparpillées sur la table, les ordonnances pré-remplies pour lui et sa femme? Une pilule, destinée à quelqu'un d'autre,
Lui avait-elle glissé dans la main avant qu'il ne fasse ses derniers pas dans ce vestiaire fatidique? Plus étrange encore était l'endroit même, où Gene Hackman est tombé, juste à côté de la porte d'entrée, suscitant d'interminables spéculations. Avait-il essayé de sortir pour demander de l'aide, sentant une vague invisible déferler en lui? Ou avait-il senti la tempête approcher dans sa poitrine et s'était-il instinctivement dirigé vers le seuil le plus proche, espérant la surmonter? Personne ne le sait. Tout ce qui reste est le stimulateur cardiaque silencieux, le seul témoin fidèle des derniers instants de Gene Hackman, dans ce vestiaire froid et sans vie, où seuls subsistaient les murmures du passé. Lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit, la première chose qui attira l'attention de l'enquêteur ne fut pas la propreté attendue d'une salle de bain dans une maison tranquille partagée par un couple de personnes âgées. Au lieu de cela, c'était une scène de chaos inquiétant. Des pilules de différentes couleurs étaient éparpillées sur le comptoir, se déversant sur le sol, glissant dans les fissures froides entre les carreaux. Un flacon de pilules vide gisait sur le côté, son bouchon arraché comme s'il avait été ouvert dans un moment de désespoir frénétique. Non loin de là, un petit radiateur d'appoint s'était renversé. Son cordon pendait librement, comme si quelqu'un s'était agrippé à lui dans une tentative désespérée de se stabiliser. Mais en vain. Et là, au centre même du sol de la salle de bain, là où les carreaux blancs reflétaient la lumière pâle et fatiguée d'un après-midi déclinant, glissait Betsy Arakawa, la femme autrefois connue sous le nom de l'épouse pianiste. Son corps était flasque, comme si tous ses muscles s'étaient rendus bien avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Il n'y avait aucun signe de violence, aucune lutte, aucune confrontation. Pourtant, c'était de l'absence même de perturbation qui rendait la scène d'autant plus troublante. Betsy n'était pas morte paisiblement dans son sommeil. Elle s'était effondrée juste devant la porte de la salle de bain, son corps se trouvant à mi-chemin entre la tentative de ramper et la chute sous le poids de ses propres forces défaillantes. Sa tête reposait légèrement contre le chambranle de la porte et son bras droit était tendu vers le couloir. Un couloir qui menait, en quelques pas seulement, au vestiaire, où Gene Hackman était resté immobile pendant des jours. À première vue, on aurait pu considérer qu'il s'agissait d'une simple chute, du genre trop fréquent chez les personnes âgées souffrant de problèmes d'équilibre. Mais lorsque chaque fragment de la scène fut reconstitué, le radiateur renversé, les pilules éparpillées, la posture anormale dans laquelle elle était tombée, l'image qui en ressortit était bien plus troublante. Cela ne ressemblait pas à un simple accident, mais à une lutte désespérée et silencieuse contre quelque chose d'invisible et d'implacable. Quelque chose qui s'était refermé sur le corps et l'esprit de Betsy, l'entraînant dans un abîme qu'elle ne pouvait ni nommer ni fuir. Sur le comptoir de la salle de bain, des couches de plaquettes alvéolées étaient empilées comme des chapitres cachés d'une histoire que personne n'avait complètement découverte. Les médicaments pour la thyroïde, généralement prescrits pour des maladies comme la maladie de Hashimoto ou d'autres troubles endocriniens, les comprimés pour la tension artérielle, la bouée de sauvetage familière des personnes âgées dont le bien-être dépend des chiffres qui clignotent sur un tensiomètre chaque matin, et le Tylenol, apparemment inoffensif, mais témoin silencieux d'innombrables tragédies domestiques à travers l'Amérique. Il n'y avait rien d'inhabituel à ce qu'un couple de personnes âgées possède une telle collection de médicaments. Mais le désordre dans lequel ils ont été retrouvés, en particulier avec autant de comprimés arrachés de force de leur emballage, sans aucune trace claire de qui les avait pris, a soulevé une question effrayante. Que s'était-il passé exactement avant que Betsy ne s'effondre sur le sol? Une crise de panique? Un arrêt cardiaque soudain? Ou quelque chose de bien plus sombre? Quelque chose que personne n'avait encore osé imaginer? La salle de bain renferme souvent des secrets que les gens pensent pouvoir cacher. Un enquêteur anonyme a dit un jour, en réfléchissant à des cas comme celui-ci, « La salle de bain est l'endroit où les gens se retrouvent dans leur état le plus débridé, au sens propre comme au sens figuré. C'est là qu'ils enlèvent tous leurs masques, exposant les douleurs silencieuses, les imperfections qui s'étendent sous la peau et les pensées enfouies qu'ils ont repoussées dans les recoins les plus reculés de leur esprit. » Pour Betsy, la salle de bain n'était pas seulement un endroit où cacher des médicaments. C'était peut-être devenu un champ de bataille, où elle se battait pour chaque souffle restant alors que son propre corps se retournait contre elle, tandis que la seule personne qui aurait pu la sauver, Gene Hackman, gisait sans réaction à quelques pas de là. L'aspect le plus effrayant n'était pas la liste écrasante de médicaments, ni le désordre laissé sur le sol de la salle de bain.
C'était la question à laquelle personne ne pouvait répondre. Que s'était-il réellement passé pendant les 9 jours qui avaient séparé la mort de Jean de celle de Betsy? Avait-elle su que son mari était déjà décédé? Ou avait-elle passé ces 9 jours aérés seule dans la maison, fouillant frénétiquement dans chaque plaquette de pilules, traînant son corps affaibli de pièce en pièce dans une quête désespérée d'un moyen de se maintenir en vie entre les murs froids et indifférents de leur ancienne maison partagée? Le radiateur renversé, s'était-elle appuyée dessus après un étourdissement? Ou avait-elle essayé de le porter avec elle, espérant réchauffer son corps de plus en plus fragile alors que la seule chaleur de la maison s'était estompée 9 jours plus tôt? Chaque petit détail se cousait en une tapisserie d'une vivacité obsédante. Le portrait d'un couple vieillissant, vivant autrefois tranquillement dans l'ombre de la lueur d'Hollywood. Maintenant effondrés à portée de main l'un de l'autre, entourés de pilules éparpillées, d'un radiateur tombé et d'un silence pis, plus lourde que toute tragédie que l'esprit pouvait évoquer. Et dans ce portrait, chaque pilule qui tombait sur le sol était plus qu'une preuve physique. C'étaient les gouttes lentes et silencieuses du temps qui s'échappaient d'une vie, s'enfermant dans la solitude. 17 février. Le stimulateur cardiaque de Gene Hackman a enregistré sa dernière activité à 11h42 exactement. Un signal fragile et fugace provenant du cœur d'un homme qui avait autrefois foulé avec assurance les tapis rouges et qui avait tenu dans la paume de sa main à la fois la gloire et le chagrin d'Hollywood. Mais à partir de cet instant, chaque fréquence bioélectrique du cœur de Gene Hackman est devenue complètement silencieuse. Un silence absolu, si impitoyablement complet que même les théories les plus rationnelles en tremblaient. Que s'est-il réellement passé après 11h42, le 17 février? Lorsque le corps de Gene Hackman a été découvert le 26 février, exactement 9 jours après le dernier clignotement de son stimulateur cardiaque. Tout à l'intérieur de cette modeste maison était figé dans un silence inquiétant. Aucun signe de lutte. Aucune odeur étrange ne persistait dans l'air. Aucune trace d'effraction. La porte d'entrée était restée légèrement entr'ouverte. Mais toutes les serrures étaient restées intactes et le système de sécurité n'avait jamais été désactivé. Dans cette maison, il n'y avait que 2 personnes, Gene Hackman et Betsy Arakawa, et 9 jours qui ont duré plus longtemps qu'une vie. La police a appelé cela le mystère des 9 jours. La première possibilité, et peut-être la théorie la plus troublante, était que Gene Hackman s'était effondré en premier, peut-être dans le vestiaire ou quelque part entre le salon et la porte d'entrée. Une crise cardiaque soudaine ou une complication silencieuse et insidieuse due aux médicaments qu'il prenait chaque matin. Betsy, la femme qui était restée à ses côtés pendant les 3 dernières décennies de sa vie, a trouvé son mari immobile sur le sol froid. Paniquée et tremblante, elle a essayé de composer un numéro pour demander de l'aide. Mais ses mains étaient trop faibles, ou peut-être que les médicaments qu'elle prenait chaque jour avaient engourdi son esprit, l'empêchant d'appuyer sur les bons numéros. Des heures passèrent dans cette maison silencieuse, où les seuls bruits étaient la respiration fragile de Betsy et le calme glacial qui émanait du corps de son mari. Finalement, après d'innombrables tentatives pour appeler à l'aide, Betsy elle-même s'effondra dans la salle de bain, où des pilules éparpillées gisaient comme des témoins silencieux de sa lutte désespérée pour la survie. La deuxième possibilité était l'empoisonnement, un scénario qui pouvait sembler bien trop dramatique pour un couple âgé aussi réservé et réservé. Mais la liste des médicaments retrouvés dans la maison laissait entrevoir quelque chose de bien plus troublant. Peut-être avait-il pris par erreur les mauvais comprimés, ou les avait-il pris à des doses dangereusement élevées, déclenchant une cascade de réactions indésirables auxquelles leur corps vieillissant ne pouvait tout simplement pas résister. Le Tylenol, apparemment inoffensif, mais associé à certains médicaments contre la tension artérielle, à des traitements pour la thyroïde ou même à des sédatifs légers, pouvait déclencher des crises internes, perturber le rythme cardiaque ou, pire encore, provoquer des pertes de conscience soudaines que personne n'aurait remarquées avant qu'il ne soit trop tard. Un enquêteur a fait remarquer un jour, parfois, les poisons les plus mortels sont ceux que l'on prend tous les jours. Pas de toxines exotiques, pas de complot de meurtre élaboré. Parfois, le coupable le plus redoutable est une simple pilule familière, qui s'infiltre dans les veines, prend le dessus sur les nerfs et entraîne 2 âmes dans un sommeil inattendu dont il n'y a pas de retour possible. La troisième possibilité, la plus effrayante de toutes, était la présence d'une force extérieure.
D'une manière ou d'une autre, quelqu'un était entré dans la maison de Jean et Betsy, sans laisser de traces, sans forcer une porte ou ouvrir une fenêtre. Toutes les surfaces étaient impeccables, toutes les serrures intactes. Si aucune intrusion physique n'avait eu lieu, pourquoi la police avait-elle saisi immédiatement tous les téléphones portables de la maison? Celui de Jean, celui de Betsy, et même une vieille tablette apparemment inutile? Il y avait une théorie que personne n'osait exprimer à voix haute. Quelqu'un avait pris le contrôle de leur vie grâce aux appareils auxquels ils faisaient confiance. Des messages, des appels, et même des applications de suivi de santé directement liées au stimulateur cardiaque de Jean. Si quelqu'un possédait la capacité d'infiltrer le système à distance du stimulateur cardiaque pour l'éteindre ou perturber son rythme, cette personne ne détiendrait-elle pas le pouvoir ultime? Le pouvoir d'activer le commutateur de vie de Gene Hackman sans même mettre les pieds dans la pièce? 9 jours d'absence n'étaient pas seulement une période de temps vide. C'était un tunnel noir de jets où chaque heure qui passait ajoutait une question de plus à l'incertitude croissante. Gene est-il mort en premier? Betsy, ou bien ont-ils tous deux été entraînés dans une situation inéluctable, où ils ont été isolés, abandonnés et poussés au bord de la survie par rien d'autre que leurs propres médicaments, leurs propres douleurs et des signaux de détresse que personne n'a jamais reçus? Le stimulateur cardiaque s'est tu, et pourtant dans ce silence résidait son dernier cri. Le dernier cri, un cri qui ne serait entendu que 9 jours plus tard, quand il était bien trop tard. Trop cruel et trop troublant pour être considéré comme une simple coïncidence. Zena, un nom qui semblait insignifiant, est pourtant devenue la pièce la plus étrange du sombre puzzle des derniers jours dans la maison de Gene Hackman et Betsy Arakawa. Au milieu des cadavres, des flacons de pilules et des téléphones scellés, l'image du petit chien décédé en silence dans la cage en fer dans le coin de la pièce faisait frémir tous les enquêteurs. Zena n'était pas un chien ordinaire, c'était la fierté de Betsy. Son dernier réconfort au cours de ses années de réclusion. Les petites médailles accrochées au collier de Zena après chacune des promenades de Betsy au salon canin de Westminster étaient toujours intactes sur le tableau près de la porte de la cuisine. Betsy n'avait pas d'enfant. Zena était le seul enfant à 4 pattes dans lequel elle déversait tout son amour. Zena n'avait jamais passé plus de 3 heures dans sa cage. Pour Betsy, la cage n'était pas un lieu de confinement, mais juste un petit coin pour s'entraîner ou pour se retirer volontairement pour se reposer. Mais cette nuit-là, ou ces jours-là, Zena était enfermée, la porte de la cage hermétiquement fermée, sans un bol d'eau, sans une miette de nourriture. Les policiers ont trouvé Zena recroquevillée, les pattes contractées, le corps froid des jours passés. Les enquêteurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un autre berger allemand, peut-être à cause d'une confusion dans les dossiers, ou simplement parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'un chien de concours prestigieux puisse mourir aussi seul. Cette petite erreur professionnelle a par inadvertance donné lieu à une série de questions sans réponse. Zena est-elle morte avant ou après ses maîtres? Si elle est morte la première, pourquoi? De fame, de soif ou pour une autre raison? Si elle est morte plus tard, pourquoi est-elle restée immobile dans sa cage alors que tous les sens canins percevaient la fin imminente? Une chienne fidèle comme Zena, vivant toute sa vie au pied de son maître, aurait dû gratter à la porte. Hurler, utiliser tous ses instincts pour alerter ou tenter de sauver les gens qu'elle considérait comme son monde entier. Mais non, Zena se taisait. Zena était morte dans sa cage, comme si quelqu'un avait éteint son instinct de survie le plus fort. La cage, un élément de preuve inanimé, est soudain devenu le centre d'une série de théories bizarres. L'une des théories les plus effrayantes. Quelqu'un a délibérément enfermé Zena, passe Betsy, passe Jean. Car si l'un d'eux avait enfermé Zena avant de s'effondrer, c'était pour une raison extrêmement urgente, voire désespérée. Mais pourquoi? Pourquoi un couple de vieux reclus aurait-il ressenti le besoin d'enfermer son seul chien adoré dans une cage? Dans une maison sans aucun signe d'effraction ou de danger? Une autre théorie. Zena fut la première victime. Peut-être que quelqu'un s'était infiltré dans la maison, paralysant d'une manière ou d'une autre Zena. Des sédatifs ou une forme d'anesthésie légère. Zena avait été enfermée dans la cage non pas pour sa sécurité, mais pour le confort de l'intrus. Avec Zena silencieuse, tous les bruits dans cette maison appartenaient à ceux qui la contrôlaient. Betsy, paniquée après avoir trouvé Jean inconscient, avait-elle enfermé Zena pour l'empêcher de griffer le corps? Ou Jean, dans un moment de confusion, avait-il enfermé Zena par réflexe ultime?
essayant de la protéger de quelque chose qu'il avait réalisé, mais qu'il ne pouvait pas articuler. Un autre détail effrayant. Sous le matelas fin de Zina, la police a trouvé un petit morceau de papier. Le papier était froissé, l'encre maculée, mais les 3 derniers mots étaient encore lisibles. Protégez-la. L'écriture n'était pas celle de Betsy, ni celle de Jean. Il n'y avait aucun signe d'une tierce personne entrant dans la maison, mais le papier était vrai. Les seules empreintes digitales sur le papier étaient celles de Betsy, mais l'écriture ne correspondait à aucun carnet de notes de la maison. Un message anonyme, d'une main anonyme, laissé sous le corps froid d'un chien fidèle, Zina. Le chien qui marchait autrefois sur la scène de Westminster sous des lumières éblouissantes, est mort dans le coin sombre de sa propre maison. La vieille cage de fer remplaçant la grande scène, et un secret non dit enveloppant son dernier souffle. Mort de faim et de soif? Possible. Mort par panique extrême après avoir vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir? Pass exclu. Mais pourquoi? Et qui a vraiment enfermé Zina dans la cage? Pour l'abandonner comme une pièce superflue dans une tragédie inexplicable? Zina ne pouvait pas parler, mais ses yeux, bien que fermés à jamais, étaient peut-être le témoin silencieux le plus terrifiant de toute l'histoire. Alors que les portes de la maison de Gene Hackman et Betsy Arakawa se fermaient derrière le ruban de la police, le monde extérieur était saisi d'une soif de vérité. 2 corps silencieux, un stimulateur cardiaque immobilisé depuis 9 jours, des pilules éparpillées comme une image brisée de ce qui s'était passé. Mais aucun élément ne suffisait à reconstituer complètement leur histoire finale. De l'ombre de cette maison silencieuse, 5 théories ont émergé. Chacune d'elles portait l'espoir de combler le vide, mais comportait également des trous irréparables. Première théorie, une série de problèmes de santé. Un après-midi, aussi lent que les autres, Gene Hackman s'est soudainement effondré dans le vestiaire. Pas de bruit, pas de lutte, juste un corps vieillissant qui s'effondrait sous la lumière jaune pâle de la fin de la journée. Betsy entra et vit son partenaire de plusieurs décennies allongé sans bouger, les lèvres bleues, les yeux grands ouverts. La panique s'installa. La petite maison n'avait pas de bouton d'appel d'urgence. Le téléphone était hors de portée. Elle se précipita vers l'armoire à pharmacie, mais ses mains tremblantes laissèrent tomber chaque flacon. Les couvercles s'ouvrirent brusquement. Les pilules roulèrent sur le sol, mélangeant des médicaments pour la thyroïde, des pilules pour la tension artérielle, du Tylenol et d'autres pilules sans étiquette. Elle s'est effondrée sur le sol de la salle de bain, peut-être à cause d'une augmentation de la tension artérielle. Peut-être que son cœur faible n'a pas pu supporter le choc. Le petit radiateur à côté d'elle s'est renversé. Le cordon d'alimentation a fait une brève étincelle avant de s'éteindre. Personne ne sait combien de temps Betsy est restée allongée là avant que tout ne s'arrête vraiment. Cependant, pourquoi le stimulateur cardiaque de Jean a-t-il enregistré un arrêt le 17 février? 9 jours plus tôt? Si Jean s'est effondrée sous les yeux de Betsy, comment a-t-elle pu survivre pendant près de 10 jours sans nourriture, sans eau, juste en attendant? Deuxième théorie. Un empoisonnement par des médicaments ou de la nourriture. Les flacons de pilules ouverts sur le meuble lavabo et le sol de la salle de bain n'étaient pas seulement des signes de panique. Les enquêteurs chevronnés savaient que ces pilules mélangées pouvaient être la preuve d'une erreur fatale. La nouvelle ordonnance, délivrée début février, aurait-elle pu contenir un médicament provoquant des effets secondaires, déclenchant un AVC chez Jean? Ou pire, les pilules avaient-elles été mélangées? Non pas par erreur de Betsy, mais par une main invisible. Lorsque le rapport de toxicologie a été publié, aucune toxine puissante n'a été trouvée. Mais les réactions chimiques lentes résultant de la combinaison de médicaments légaux étaient une autre histoire. Un piège médical sophistiqué. Plausible. Mais qui a eu la patience et la malice de le poser? Troisième théorie. Un système de chauffage et un mystérieux gaz toxique. Le mini-radiateur placé à côté de Betsy n'était pas neuf. C'était un radiateur qu'elle avait acheté dans un magasin d'occasion du coin, attiré par son look vintage. Mais les objets anciens ont leur propre histoire. Et toutes les histoires ne sont pas propres. La police n'a pas trouvé de monoxyde de carbone. Mais ce n'était qu'un gaz parmi une longue liste de gaz potentiellement toxiques qui pourraient être produits par un chauffage défectueux. Un gaz invisible, incolore et inodore, qui s'infiltrait dans leurs 2 poumons, arrêtant le cœur de Jean, puis éteignant lentement la respiration fragile de Betsy. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve matérielle pour étayer cette théorie.
Quatrième théorie, une interférence externe. Aucun signe d'effraction. Aucune caméra de sécurité n'enregistrant des personnages étranges. Aucun témoin n'ayant entendu de bruits inhabituels. Mais leurs 2 téléphones ont été immédiatement confisqués. Un geste rare, s'il s'agissait d'une mort naturelle. Quelqu'un est entré dans la maison, sans laisser de traces, sans message, mais en laissant derrière lui une tragédie parfaite. Une main professionnelle, sachant manipuler le rythme cardiaque de Jean, sachant créer une scène nette comme si aucune vie n'avait été prise. Théorie 5, mort convenue, Suicide Pact. Ces 2 mots ont résonné dans la salle de réunion du chef de la police. Lorsque 2 partenaires de toujours sont confrontés à des maladies inconnues, à la peur du vieillissement et à une mort silencieuse, ils auraient pu choisir de partir ensemble. Un accord tacite, un pacte non écrit. Mais le stimulateur cardiaque de Jean s'est arrêté 9 jours avant Betsy. S'il s'agissait d'un accord, pourquoi ce délai a-t-il été si long? Et qui a tendu la cage verrouillée à Zina, le seul témoin à 4 pattes, comme pour faire taire les derniers aboiements désespérés? 5 théories, 5 chemins, qui s'ouvrent sur un labyrinthe dense. Chaque chemin mène à une impasse. Et dans cette impasse, 2 noms, Gene Hackman et Betsy Arakawa, disparaissent discrètement, laissant un vide froid où la vérité pourrait bien avoir été enterrée à jamais. Au milieu des morceaux disjoints de corps froids, de pilules éparpillées et d'un stimulateur cardiaque silencieux. Gene Hackman et sa femme ont laissé derrière eux un labyrinthe sans issue. La vérité se débat toujours sous la boue du mystère, attendant que quelqu'un ose la révéler.